Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir au crash qui a eu lieu le 3 novembre 2022 d'un Mirage 2000-5 qui était en retour de la base d'Évreux où il avait assuré la permanence aérienne, la protection du ciel, la PPS, et il a fini à peu près 5 km au nord de la base, la BA 116 de Luxeuil-les-Bains. Ce que je vous propose, vous connaissez le style de la chaîne, dans un premier temps de regarder un petit peu ce qu'est le Mirage 2000, ses engagements, ses accidents, et vous allez voir que le 2000-5 a quand même eu pas mal d'accidents, et ensuite derrière la base qui porte le nom d'un lieutenant-colonel qui était un as français, et ensuite regarder un petit peu plus en détail ce que ces images nous permettent de dire sur les conditions de cette éjection et émettre certaines hypothèses qui, bien sûr, seront confirmées ou affirmées par le BEAE. Nous en parlerons à ce moment-là. Allez, tout ça juste après le jingle. Le Mirage 2000-5, vous le connaissez si vous êtes un fan de DA, de défense aérienne. C'est le Mirage 2000 qui a volé pour la première fois en 1976 avec le 2000C, version Fox-3, version tir et oubli, version je tire un missile et je n'ai pas besoin en permanence de l'éclairer un radar. Une nouvelle technologie qui est arrivée dans les années 90 aux US, en 99 opérationnelle en France pour cet avion dont la mission, la raison d'être était et toujours l'interception et la défense aérienne. L'idée c'est quoi? C'est vous prenez un Mirage 2000, vous mettez la post-combustion, à ce moment-là votre avion qui au maximum fait 17 tonnes 5, il va vous donner plus de 9 tonnes 7 de poussée, vous allez pouvoir accélérer, lever le nez, passer le mur du son en légère montée si besoin, et monter vers la haute altitude pour atteindre Mach 2,2 si besoin, donc bien plus rapide qu'un Rafale qui est limité à Mach 1,8 et rapidement donner de la longe à votre missile, intercepter un bombardier ou un avion de chasse ennemi. Le Mirage 2000-5, c'est à peu près 7 tonnes 6 à vide. Le réacteur, j'en ai parlé, c'est le fameux M53 qui est maintenant fait par Safran, qui fonctionne très bien. Et le Mirage 2000, en tout, il y en a eu 601 de fabriqués, 315 pour l'armée de l'air française, 286 pour de l'export. Grosse différence avec le Mirage 3, qu'est-ce que c'est? Les fameuses commandes de vol électriques. Un petit peu comme sur Airbus, vous avez un ordinateur qui va décider en permanence, au vu des conditions, au vu de la situation, comment bouger vos commandes de vol pour que l'avion, naturellement instable, soit le plus efficace et efficient possible. Un Mirage 2000, c'est à peu près 3 tonnes 100 de pétrole en interne, avec le bidon ventral comme avait l'avion avant qu'il ne s'en débarrasse et se pose dans une tonne en plus. Et vous allez donc pouvoir, avec tout ça, monter, accélérer. Même vous n'avez pas un playtime, vous n'avez pas un temps d'action illimité. C'est pour ça que l'avion est ravitaillable en vol ou peut partir avec plus de bidon. 37 Mirage 2000C ont été transformés en -5F, F pour la version française. La grosse différence, c'est le radar. On est passé du RDI au RDY qui permet ce fameux tir et oubli. Et certaines versions ont également le NCTR qui, grâce au radar, vous permet d'identifier un avion juste grâce à des ondes radar et une certaine technologie, mais également plus de guerre électronique, de système de brouillage. Vous avez une philosophie OTAS, Hands-on Throttle and Stick, donc vous avez tout accessible sur les mains. En gros, pour faire simple, le Rafale premier vol en 86, le Mirage 2000-5 a profité de certaines évolutions du Rafale. C'est un des rares. Alors maintenant, les Mirage 2000D peuvent aussi, mais pendant longtemps, c'était le seul Mirage 2000 qui pouvait tirer du Mika, donc ces fameux missiles Fox 3, Mika IR ou Mika EM. Et c'est donc un très bon avion pour la défense aérienne. Une seule unité les met en œuvre et c'est le 1-2 Sigong dont nous allons reparler. C'est l'unité des DAMAN, comme on dit, les spécialistes de la défense aérienne. Eux, c'est leur métier. Et avant, ils savaient faire du Super 530. Ils sont passés Fox-3 Shooter et ils ont plus de 20 ans d'expérience en Fox-3 Shooter. Alors des Mirage 2000, il y en a qui ont été perdus. On va se focaliser sur les Mirage 2000-5 avec le 27 février 2006, 2-5 qui se tapent lors d'un entraînement cadre, le second unité qui a un entraînement et qui percute. Il y a deux avions qui se percutent, on pourra en parler si vous voulez. Mais là, ça conduit à une éjection
et derrière, un retour pour l'autre avion endommagé à Saint-Dizier. Quelques mois plus tard, vous avez un Mirage 2000-5 qui a des soucis de propulsion au niveau du réacteur et qui se retrouve à s'éjecter également. Donc 2 avions perdus en 2006. En 2010, et là regardez les images, ça va peut-être vous rappeler quelque chose, vous avez à Mont-de-Marsan un avion qui a des soucis au niveau du détendeur à section variable, 7 minutes après cette première panne, souci de RPM, et là le pilote est contraint à l'éjection, il va s'éjecter à 260 pieds, 160 nœuds, il a à ce moment-là 1700 heures de vol et plus de 1000 heures sur Mirage 2000-5, et voilà, l'état de l'avion a été perdu suite à un souci, une destruction au niveau du réacteur. Donc oui, je précise que c'est le 1-2 Cigogne qui met en œuvre ces -5, mais vous pouvez en trouver également dans certaines autres unités de l'armée de l'air et de l'espace. À Mont-de-Marsan, il y en a quelques-uns, et des fois à Djibouti également. L'accident mortel est arrivé le 3 octobre 2012, là c'est le numéro 68 qui s'est écrasé avec un officier d'échange taïwanais à bord. D'autres cellules perdues depuis, notamment le 5 juin 2013 avec une collision aviaire basse altitude, basse vitesse, voilà, sur un monoréacteur, ça ne pardonne pas. Le 12 mai 2014, la cellule numéro 70 qui a été perdue, pilote éjecté également, et là plus récemment, donc le 3-11-22, le pilote s'est bien éjecté, a passé quelques heures en surveillance, et des informations que j'ai, il a pu revoler. L'unité en question, donc le 1-2 Cigogne, ça appartient à la 2e escadre de chasse, c'est une unité des Haman, comme on disait, créée en novembre 1945. Leurs avions, ils ont des immatriculations entre 2, 2 pour la 2e escadre, Echo Alpha à 2, Echo Zulu, et ils sont héritiers de la première unité créée. C'était en juillet 1912, et c'était l'unité de Guilmer et de Fonck, deux as français très connus. Derrière, les Cigognes, ils ont volé sur Spitfire, ils ont volé sur P-47, Vampire, Ouragan, Mr. 4, avec lesquels ils ont participé à la crise de Suez en 1956. Cela a été la première unité à passer sur Mirage 3C, puis le Mirage 3E derrière. En 1984, Mirage 2000C, avant de passer sur -5 à la fin du siècle dernier. Longtemps basés à Dijon, avec lesquels ils sont intimement liés, bien le 29 juillet 2011, ils ont quitté Dijon après 62 ans pour partir à Luxeuil-Saint-Sauveur, qui est donc la BA 116, 477 hectares, 913 pieds d'altitude, une piste aux normes OTAN, 2433 mètres en 11-29. Et c'est le lieutenant-colonel Papin qui a donné son nom en 1958 à cette base. Base qui a vu ses premiers mouvements aériens en 1912. Elle faisait alors 200 hectares. C'était un champ d'aviation. Vous aviez en 1939 des Morane Saulnier 406 qui y étaient basés. De 40 à 44, c'était la Luftwaffe qui s'est installée là. Et en 1951, il a été décidé de créer de ce champ d'aviation une piste aux normes OTAN, inaugurée 2 ans après, en 1953, renommé lieutenant-colonel Papin en 1958, arrivée des Mirage 4 et de la dissuasion nucléaire en 1966, en 1988, Mirage 4 remplacé par le Mirage 2000N, et en 2011, 2-4 qui était sur Mirage 2000N a quitté cette base de Luxeuil pour descendre dans le sud à Istres. Pour la petite histoire, le lieutenant-colonel Tony Pépin, c'est un héros de la chasse française. Lui, il a opéré en 1939 depuis ce terrain, il est revenu en 1944 prendre commandant de la première escadre, et il est décédé en service aérien commandé aux commandes d'un Spitfire en Indochine le 1er février 1946. Il venait d'effectuer une passe de tir sur un bateau, et alors qu'il se représentait, il a percuté la mer. Né en 1905, titulaire de 6 victoires aériennes, sa devise c'était « Quoi qu'il arrive, ne recule jamais ». Alors regardons maintenant un petit peu plus en détail les images qui nous ont été données. L'armée de l'air a fait un communiqué, le pilote est un chef de patrouille avec beaucoup d'expérience sur Mirage 2000, ça parle de 1400 heures de vol sur Mirage 2000, donc un pilote avec beaucoup d'expérience, qui revenait du coup d'une semaine de posture ou 2 semaines de posture permanente de sécurité, à ramener l'avion. Un bidon dont il s'est séparé, qui était vide à ce moment-là. Et pour quelles raisons est-ce qu'on peut se retrouver à finir comme ça dans la forêt à 5 km au nord du terrain avec un monomoteur? Il n'y a pas 40 raisons. Cela ressemble à une éjection contrôlée, un crash si on peut dire qu'il a vu venir. Et là, eh bien, c'est principalement dû au réacteur. Donc, qu'est-ce qu'il peut bloquer le M53? Vous pouvez avoir un phénomène externe ou un phénomène interne. Phénomène externe,
ingestion d'un oiseau, par exemple. De nombreux Mirage 2000 ont été perdus à cause de ça. Vous perdez donc la propulsion, vous allez essayer de redémarrer, ça ne fonctionne pas, vous allez essayer d'amener l'avion dans une zone où vous allez pouvoir vous éjecter en toute sécurité. Dans tous les cas, vous perdez la propulsion, faites attention à la vitesse, prenez la vitesse pour pouvoir continuer à planer. Ensuite, derrière, réduire la traînée éventuellement, ça peut être larguer le bidon. Tentez un redémarrage si l'altitude et la vitesse vous le permet. Sinon, après, vous amenez l'avion vers une zone inhabitée pour s'éjecter. Au vu des dégâts dans les arbres, au vu des photos, ça ressemble forcément, je pense que vous l'avez compris, en 2010 à ce crash du côté de Mont-de-Marsan, où l'éjection, je vous rappelle, avait lieu à 260 pieds, 160 nœuds. Il semblerait que nous soyons dans quelque chose d'assez proche. Donc, si ce n'est pas une panne au niveau du réacteur externe, ça peut être en interne, et là vous avez souci de pétrole. S'il n'y a plus de pétrole, ça ne va plus marcher. Il est peu probable qu'un pilote de cette expérience-là sur un vol classique se fasse avoir, mais tout est possible dans l'aviation. Donc, il semblerait également qu'il n'y ait pas forcément énormément de pétrole dans l'avion, mais il en restait, il n'est pas obligé de prendre feu, hein, c'est pas Hollywood. Donc ça peut être un souci de pétrole, un Rafale Marine a été perdu à cause de ça, peu probable, il faut être franc, ou ça peut être un souci au niveau de la destruction du réacteur, un souci de réacteur qui s'envoie un petit peu en l'air, et là, vous ne pouvez rien faire. J'en profite pour remercier les personnes de chez Safran ou les motoristes en général. Vous pouvez avoir 15 000 heures de vol sur avion de combat. Si votre réacteur ne fonctionne pas, vous n'arriverez pas à ramener l'avion. Donc c'est grâce aux motoristes que les monoréacteurs, et moi j'ai 800 heures de super étendard, donc du monoréacteur, ça nous permet de revenir à la maison. C'est grâce au travail des ingénieurs, des motoristes, des mécaniciens de la maintenance. Donc merci à eux. Donc le point, voilà, possible. Souci au niveau du réacteur, ce qui vous force à l'éjection. L'éjection, qui on le voit bien, a été faite au dernier moment. Attention, ce sont des sièges 0-0, donc vous pouvez vous éjecter à l'arrêt au sol. Hein. On remercie Martin Baker d'ailleurs, le fabricant du siège. Néanmoins, quand vous arrivez comme ça en panne, il faut anticiper. Donc soit récupérer un petit peu d'énergie cinétique, vous commencez à casser le taux de chute au moment où vous voulez vous éjecter, de manière à mettre votre siège éjectable dans de meilleures prédispositions pour vous éjecter. N'essayez pas de vous éjecter avec un taux de chute trop fort, parce que votre siège éjectable va devoir lutter contre ce taux de chute, et ça va soit taper plus fort au niveau du dos, soit vous mettre tout simplement en dehors du domaine d'éjection. Donc voilà. Donc, maintenant, on est obligé d'attendre le compte-rendu d'enquête. On s'attend forcément à ce que ça soit lié au groupe au niveau du réacteur. Est-ce que des commandes de vol auraient pu amener ce genre d'accident? C'est peu probable. Pourquoi? Parce que on voit bien là au niveau de l'épave que l'avion avait l'air plutôt sous contrôle, mais sans propulsion. N'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, et fly safe.